Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition en compagnie des meilleurs experts. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film, un studio de production de contenu et une plateforme de vidéos à la demande, Sellers, que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Pendant toute la durée du Vendée Globe, Pause Report devient Pause Report Live, enregistré en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient, entièrement consacré au débrief du Tour du Monde en solitaire. Un événement rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Arken, d'abord, spécialiste mondial de l'accastillage, dont le matériel équipe une grande partie des concurrents du Vendée Globe, que ce soit les winches, les colonnes, les rails, les poulies ou les systèmes hydrauliques. Le défi Azimut, ensuite, le rendez-vous du mois de septembre pour les IMOCA qui mélange run de vitesse et course au large à Lorient, devenu chaque année la dernière répétition avant la grande course de l'automne et un passage obligé pour toute la flotte IMOCA. Merci à eux. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report Live. Merci, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Pause Report Live enregistré ce lundi 13 janvier depuis l'auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient, en public et avec le soutien de nos partenaires Arken et le défi Azimut. Merci à Axel Capron qui m'a brillamment remplacé la semaine dernière. J'espère que ma voix tiendra jusqu'au bout et excusez par avance quelques quintes de tout. Comme chaque semaine depuis le début du Vendée Globe 2024, c'est ici que l'on explique, décortique, décrypte et analyse ce qu'il se passe sur la course en compagnie de nos consultantes et de nos consultants. Avec nous ce soir, et je vous demande de les applaudir, Corentin Douguet. Inoubliable vainqueur de la Mini Transat, voilà 20 ans Corentin, ça ne nous rajeunit pas. Merci. Et oui. Habitué des podiums en Figaro et plus récemment en classe 40 et dont le nouveau proto lombard devrait bientôt toucher l'eau. T'as une date de mise à l'eau qui s'avance ? Ouais, on va aller 29 janvier. 29 janvier, ça c'est rare quand on donne une date aussi précise. Voilà. Et qui sait aussi essayer au coaching et au routage, et notamment avec quelques concurrents de ce Vendée Globe, et non des moindres. Juste à côté de lui, un certain Armel Lecléache, que vous pouvez applaudir aussi chaleureusement. Encore pour une poignée d'heures, détenteur du meilleur temps sur le Vendée Globe, en l'occurrence celui qu'il a remporté par une froide après-midi de janvier glaciale, elle aussi, dans mes souvenirs. C'était en 2017, c'est ça, hein, Armel ? Oui, c'est ça, 2017. Voilà, donc tu as la larme à l'œil un petit peu déjà ou non, ça va ? Pas trop de nostalgie ? Non, par contre, j'ai une petite pensée pour ceux qui iront sur l'eau demain matin, parce qu'il va faire très froid, effectivement. Et on a vu la même chose il y a 8 ans. Il a fait très froid pour mon arrivée. Je pense qu'il faisait quasiment moins 10, moins 15 ressentis sur l'eau. Ouais. Donc tous les gens s'en souviennent, ouais. C'est clair. Et puis notre troisième invité n'est pas encore arrivé, c'est Jeanne Grégoire, la directrice du pôle France de Port-la-Forêt, que vous pouvez malgré tout applaudir. Et qui devrait nous rejoindre. Elle m'a appelé, elle était au Glénan, puisqu'elle était allée en Zodiac accueillir Charlie Dalin, qui est passé très près de la côte, comme on a pu le voir sur les photos de l'organisation. Et comme d'habitude, nous aurons un petit coup de fil du large, cette fois avec Sébastien Simon, le skipper de Groupe Dubreuil, solide 3e, avec un peu moins de 1000 milles de retard sur la tête de course et plus de 2000 milles d'avance sur le 4e. Donc normalement, le podium est à peu près écrit ce soir à l'heure où on se parle. Et puis bien sûr, vous aurez l'occasion de poser quelques questions à la fin de cet épisode. J'ai une question toute simple, jeunes gens, je m'adresse à vous, Armel et Corentin. Est-ce qu'il peut encore se passer quelque chose pour Charlie Dalin ? Et je mets de côté la collision avec un pêcheur, évidemment, et où le casier, et où. Est-ce qu'une nuit comme ça, Armel, toi qui as vécu un finish comme ça auprès, il y avait un peu plus d'air, je crois, de mémoire, hein, un petit peu plus d'air. Qu'est-ce qui peut encore se passer d'ici l'arrivée ? Donc il est prévu une arrivée aux alentours de 5h du matin, on va schématiser, demain matin. Est-ce qu'il peut encore lui arriver quelque chose ? Ou est-ce que normalement c'est plié ? À part ce que tu as évoqué, non, je pense qu'il maintenant c'est quasiment course gagnée, surtout que la météo elle est quand même assez propice, un tout petit peu de vent d'est léger, donc pour le matériel
n'y a pas de raison que ça casse maintenant. Donc il n'y a pas de raison que ça se termine mal pour Charlie. Le plus dur est fait. Et puis effectivement, il faudra être vigilant. Les derniers bateaux de pêche, surtout là, il est près des côtes, donc il y a des bateaux qui ne sont pas forcément à l'AIS. Donc il va être de veille la nuit avec le froid, il va sortir les vêtements du Grand Sud. Mais bon, je pense que là, il n'a pas forcément plus trop envie de dormir. Hein. Ça va être la dernière sieste, les dernières siestes vont être un petit peu compliquées. Là, il y a l'adrénaline de l'arrivée qui va commencer à se faire sentir. Corentin, toi qui as fait quelques roadbooks, qui a préparé quelques marins, est-ce qu'il y a des consignes particulières que tu as pu leur donner sur ce finish-là? Ou si tu te mettais à leur place, comment tu ferais ces dernières longueurs? Écoute, non, on n'a pas. Enfin, sûr que dans le bulletin météo que j'ai préparé pour Johan avant le départ, on n'allait pas jusque-là. Je n'avais pas de fichier sur 70 jours. Donc, non, mais ouais, comme l'a dit Armel, c'est sûr que là, Charlie, il doit plus avoir trop envie de dormir. Et puis ça risque de durer comme ça encore quelques temps. Et effectivement, à part ce que tu as évoqué, on lui souhaite. Voilà, le job est fait là, donc ça peut arriver, hein. Ouais, non, mais bien sûr. Boris Herman a collision à 100 000 de l'arrivée. Hein. Exactement, on sait que ça peut arriver, et que Charlie en est conscient, et je pense qu'il a mis tout ce qu'il fallait. Il va tout faire pour que ça n'arrive pas, et sinon, sportivement, oui, voilà, là, c'est plié, quoi. Tous les communiqués nous disent il va rester concentré jusqu'à la dernière minute, il est très appliqué dans ses manœuvres, etc. C'est de la com où on arrive vraiment à rester dans sa bulle jusqu'au bout, où en fait, il a Zodiac de Port-Lave qui est passé, il a des hélicos qui sont venus le photographier et tout. Ramel, toi qui as vécu ça, on arrive à rester dans sa bulle ou non, les premiers murmures de la Terre arrivent un peu plus tôt que prévu? Ouais, c'est compliqué. On perd un peu le fil parce qu'on se rend compte que ça se termine, que l'arrivée est plus très loin, que on reconnecte avec le monde des terriens, on revoit des têtes plus ou moins connues. Et les portables qui marchent. Portables qui marchent, ouais. Ouais, c'est pas bête. Hein, ils n'ont pas été vraiment. Bon, après ça va maintenant aujourd'hui avec Starlink, ils ont des bonnes connexions, mais c'est sûr que voilà, c'est sympa, je pense, de finir aussi. Moi, j'ai eu cette chance-là, nous étions allés jusqu'au Fastnet, donc on a fait un petit détour pour finir, mais c'est sympa de finir sur la côte sud-bretonne parce que c'est là où finalement beaucoup de choses se sont passées pour Charlie. Il a beaucoup navigué à Port-la-Forêt, à Lorient, puis ses courses au Figaro, en IMOCA et autres entraînements. C'est un peu son terrain de jeu, donc c'est sympa de longer ça avant d'aller arriver au Sable d'Olonne. Là-bas, ça va être le grand rush. Donc non, moi j'ai souvenir effectivement on est concentré, oui, sur bien sûr on est à la veille, mais on commence à plus trop regarder forcément les routages parce que en gros voilà, il reste plus grand chose à faire. On n'a plus vraiment faim. On sait plus par quoi commencer parce que demain de toute façon c'est fini. Donc c'est dur en fait de se rendre compte que ça fait plus de 60 jours qu'ils sont dans leur routine. Et puis que ça va se finir d'un coup, et ça c'est assez ça se fait ça va se prendre du temps pour Charlie pour comprendre ce qui va lui arriver. Ouais. Il y a un début il y a des regrets que ce soit fini ou non, on est quand même content. Enfin, moi j'en avais pas. Non, on est content que ça se termine parce que c'est vrai que c'est long avant des globes, c'est dur, surtout quand on le mène à ce rythme-là des premiers. Faut se rendre compte que c'est quand même un rythme effréné aux avant-postes, surtout la pression des derniers jours, dernières semaines, et puis toute la pression qu'on a quand on est en tête de course, parce que voilà, on a une ambition forte, et donc oui, on est content que on arrive au bout, parce que voilà, on va pouvoir enfin couper avec ce stress, cette vie à bord compliquée. Ces alarmes qui sonnent dans tous les sens, se réveil un peu fractionné, cette nourriture qui est certes pas trop compliquée, mais qui est pas toujours très agréable, et puis on a envie de changer un peu. Donc, mais d'un autre côté, c'est vrai que la transition, en fait, elle est assez brutale. C'est-à-dire que ça se fait pas tranquillement. Comme des fois, on arrive sur une arrivée de transat ou d'autres courses ou des convoyages. Bon, voilà, c'est tranquille, on a les gens qui sont avec nous, qui nous ont aidés, on les retrouve, et puis finalement on rentre chez soi. Non, là c'est notre aventure qui commence. Ouais, c'est l'objet de ta chronique dans l'équipe qui est sortie hier, je sais plus. Ce matin, je crois. Ce matin même, où tu racontes la brutalité du choc, en tout cas pour le vainqueur des Vendée Globe qui arrive et qui en fait pose le pied sur le ponton, puis ensuite est guidé de A à Z
va partir à Paris faire les médias. On sent que bon, c'est top de gagner le Vendée Globe, mais on sent que ça va aussi bien secouer, quoi. Hein. Ouais, ça secoue parce que on passe finalement de marin skipper à un espèce de héros des océans, parce que beaucoup de gens ont suivi notre course, et c'est le cas de Charlie bien sûr, encore plus parce que aujourd'hui il y a aussi tout le phénomène des réseaux sociaux, il y a toute cette communication autour du Vendée Globe. C'est un événement quand même qui a pris de l'ampleur ces dernières éditions, et c'est sûr que Charlie il va changer de statut. C'était déjà un très très bon marin, mais qui n'était pas forcément connu du grand public. Là, il s'est fait un nom. Et puis demain, il va devenir une des personnalités des médias, avec tous les plateaux télé qui vont s'enchaîner. Et puis, ça va continuer comme plusieurs jours. Les sollicitations du sponsor, les sollicitations des collectivités. Tout le monde va vouloir le faire venir dans son village, là où il a été, son école, sa mairie, où il s'est marié, enfin peu importe. Il en aura plein des demandes et ça va durer des semaines et des semaines. Donc c'est sympa au début. Au bout d'un moment, on a envie un petit peu de se poser chez soi et de retrouver sa famille. Il a un petit garçon, enfin voilà, de récupérer, mais ça sera pas pour tout de suite. T'avais apprécié ce moment de gloire au sens propre du terme ? Oui, bien sûr. Ça c'est quand même sympa. Enfin, faut pas dénigrer ça. C'est quand même un moment incroyable. C'est unique dans sa vie. Enfin, gagner le Vendée Globe, ça arrive très rarement. Il y en a un seul qui l'a gagné 2 fois. Donc non, c'est quand même, faut en profiter. C'est des moments magiques. Après, c'est vrai que c'est assez brutal, c'est assez fort, mais on a la chance, c'est qu'on n'est pas tout seul. On est entouré aussi là. L'équipe qui entoure Charlie a déjà préparé depuis longtemps, tout son programme de demain, des prochains jours. Il a peut-être échangé avec eux aussi sur ces demandes particulières. Donc ça c'est important, ouais. Sinon tout seul on est perdu. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Il faut garder un peu d'énergie. C'est ça qui est difficile, parce qu'on garde l'adrénaline encore de la course. Donc on arrive à tenir les demain, après-demain. Souvent on nous dit vous n'avez pas l'air très fatigué à l'arrivée, parce qu'on est encore un peu dans l'excitation de ce qu'on vient de vivre pendant 2 mois. Puis après il y a un espèce de truc qui retombe là, de pression, et là il y a un vide, un néant, et puis il y a un contre-coup. Ouais. Ce contre-coup là, il n'est pas facile à vivre. Ouais. Et tu racontes aussi que tu chopes assez vite la crève, hein, parce que t'as plus d'immunité quand t'arrives à la Terre, et que c'est la saison des microbes. C'est ça. Et que du coup, tu mets pas très longtemps à être contaminé, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. T'attrapes tout ce qui traîne dans l'air. Puis t'es dans des espaces confinés, donc que ce soit les plateaux télé, les plateaux de radio à Paris. Et puis en ce moment, il y a la grippe, il y a la gastro. Enfin, il y a d'autres trucs qui circulent. Donc direct, tu fais partie de ceux qui vont être concernés. Moi, je me rappelle, il y a 8 ans, au bout de 3 jours, j'étais vraiment, j'avais attrapé une grosse crève, un gros rhume, et puis c'était transformé en bronchite. Et du coup, j'avais demandé d'aller voir un médecin à Paris, ce que je fais jamais. Et il avait pris ma tension et il m'avait dit, mais là, il faut tout arrêter. J'avais 9 de tension. Enfin, il m'a dit, là, il faut que vous allez dormir et vous rentrez chez vous, quoi. Donc ça avait permis un petit peu de négocier avec la com. J'avais un certif médical. Mais après, il fallait quand même dire aussi aux médias avec qui on a déjà programmé des rendez-vous que je ne pourrais pas tout faire. Donc ça râlait un peu. Ouais. Effectivement. Alors, Jeanne vient de me dire qu'elle arrive juste au port. Donc je pense que malheureusement, nous ne l'aurons pas ce soir. Le timing va être un peu serré pour la Forêt-Lorient, même en roulant très vite avec des motards sur l'autoroute. Elle est excusée. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu de la copie que rend Charlie. On sait que Charlie est plutôt dans la catégorie bons élèves, appliqués. Il fait un Vendée Globe. Quelle note vous lui metteriez s'il fallait lui mettre une note? Il a été solide de A à Z. Il a jamais eu de trou. Il a jamais faibli. On n'a pas l'impression qu'il a fait des erreurs. C'est ça qui est assez impressionnant. Il a un petit côté équipe de foot d'Allemagne des années 70-80, quoi. Hein. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, quoi. C'est pas très sympa quand même. Ouais, aussi pour les amateurs de foot. Je parle sous le contrôle d'Herbel Lecléache, mais toi, c'est pas parce que t'as eu des problèmes avec l'Allemagne. Moi, j'ai pas de problème avec l'Allemagne, sauf depuis 1982. Et c'est assez vite. Voilà. Non, alors quel genre de copie rend, d'après vous, si on doit prendre le Vendée Globe un peu dans le. Si on parle foot et qu'on reste sur l'équipe,
on peut lui mettre un 10, hein, je pense. Déjà, de toute façon, à partir du moment où tu fais une course et que tu la gagnes, même si c'est jamais parfait, c'est mieux que les autres. Donc voilà, l'objectif, il est quand même, quand tu pars sur une régate, en général, l'objectif, c'est de la gagner. En tout cas pour Charlie, Johan et d'autres. Même si sur le Vendée Globe, il y a des gens qui savent qu'ils viennent pas pour gagner. Mais voilà, là, on parle des gens qui viennent pour gagner. Bah, t'as gagné, forcément. T'es quand même pas loin du 10 sur 10. Et effectivement, il a rendu une copie assez incroyable, effectivement, de constance, mais qui est à son image, parce que c'est un énorme bosseur, depuis toujours, hein, depuis qu'il a commencé à faire de la course au large. Je me souviens quand il était jeune, là, il m'avait appelé pour intégrer moi je gérais un projet Tour de France à la voile en 2011, 12, 13 là, et il m'avait appelé, il venait de faire sa première solitaire et il m'a dit est-ce que je peux venir faire un bout de Tour de France avec toi pour apprendre d'autres choses. Voilà, moi je venais de faire 5 ans de solitaire 5 ans, hein, pas 50, 5 ans de solitaire. Et voilà, il avait envie d'échanger, d'apprendre. Après, il est parti sur d'autres projets. Puis ensuite, il a réussi à remonter un autre projet solitaire du Figaro, etc. Mais voilà, tu sentais déjà le côté bosseur qu'il a toujours. Et puis forcément, après, ça suffit pas, hein, mais il y a plein d'autres choses. Et ouais, c'est clair que son Vendée, il est assez... Enfin, à l'image de ça, ouais. Et donc, ouais, super propre. C'est son deuxième en plus, donc il avait toute l'expérience acquise du premier. Donc il a cumulé tout ça et tu sens qu'effectivement il a vraiment rien laissé au hasard. Après je sais pas trop ce que t'en penses, Armel, sur la partie com, avarie, etc. C'est difficile de savoir les problèmes qu'il a eu, à part un moment dans le Pacifique là où il était un peu collé et puis en fait il a fini par dire à la fin que ça faisait 36 heures qu'il faisait de la couture. Donc je sais pas trop ce qu'il a eu comme ça, mais on a l'impression qu'il a jamais eu de gros problèmes. En tout cas, ils ont été très vite gérés. Et il y a pas de, enfin c'est carrément propre, quoi. Non. Armel, si t'étais examinateur au jury, tu dirais la même chose. J'écoute. Non, c'est sûr, c'est mentionné très bien avec les félicitations du jury. C'est un Vendée Globe parfaitement maîtrisé, quasiment du début à la fin. Il a su être attaquant au bon moment, notamment après les Kerguelen dans cette dépression, avant cette dépression qui était quand même assez. Il fallait y aller quand même pour faire ça. Et il l'a fait de façon très, très intelligente et voilà. Et c'était déjà un très beau coup météo, éliminer une grande partie de ses adversaires directs. Seul Johan a pu revenir. Malheureusement, Sébastien lui a eu un problème de feuille, donc il n'a pas pu suivre. Mais déjà là, il avait montré que c'était lui le patron. Et puis après, effectivement, on l'a vu pendant toute la course. Il n'a jamais eu de moment faible, difficile. C'est peut-être une voile effectivement qu'il a fallu réparer. Mais ça montre aussi que son équipe a quasiment un 20 sur 20. Enfin, c'est un ensemble, le bateau et le bonhomme. Mais si on revient que sur Charlie, oui. Voilà, tout est maîtrisé, tout est géré. Alors il va nous raconter sûrement plein d'anecdotes parce qu'il a peu communiqué, mais je pense qu'il était vraiment dans cette logique-là aussi. Il revient d'un Vendée Globe qui a peut-être été pas facile en 2020, une arrivée où il passe la ligne d'arrivée en premier. Moi j'étais sur l'eau, on était peu nombreux parce qu'il y avait ce Covid, donc il fallait montrer patte blanche pour pouvoir aller sur l'eau et profiter de l'arrivée du Vendée Globe. La remontée du Chenal, c'était quand même particulier. Il y avait des gendarmes partout et puis quelques banderoles, quelques gens qui avaient essayé de passer les barrières, mais sinon c'était quand même atypique. Et donc tout ça fait qu'il avait eu, ce ressentiment de quelque chose d'inachevé, de déçu, peut-être de frustration. C'est un moteur, tu penses? Comment? Ça a été un moteur? Moi, je pense que ça a été très moteur. Cette frustration. Enfin, il faudra lui poser la question, mais j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il s'est nourri de ça. Voilà, il s'est dit, non, moi j'y retourne et je veux surtout pas revivre cette deuxième place ou ce scénario-là. Je veux revenir et puis je vais gagner le Vendée Globe et puis je vais montrer qui je suis, quoi. Et ça lui a sûrement servi pour imaginer son nouveau bateau avec son équipe, se préparer à sa manière, avec ses objectifs. Effectivement, comme dit Corentin, c'est quelqu'un qui est très méticuleux, c'est un vrai bosseur, il laisse rien au hasard. C'était déjà le cas en Figaro.
Et puis après, en IMOCA, il a montré sur toutes les courses auxquelles il a participé. Il n'a jamais été en dessous de 5e ou 6e. Enfin, il a toujours fait des places d'honneur quand il gagnait pas. Et puis là, tout s'est déroulé parfaitement pour lui, entre guillemets, même s'il fallait aller la chercher. Ce qui était compliqué aussi, je pense, pour lui, finalement, peut-être, ce qui a donné un peu de piment dans peut-être ce scénario qui est presque idéal pour Charlie, c'est qu'il s'est retrouvé finalement avec Johan. Et Johan, c'est un peu son meilleur ennemi quelque part, parce que Johan l'a quand même battu sur la solitaire du Figaro pour 5 ou 6 minutes. Il n'en gardait pas un bon souvenir non plus, Charlie. Donc je pense qu'aussi, de voir Johan revenir, de passer devant lui avant le Cap Horn, ça allait un petit peu piquer au vif. Il n'en fallait pas plus pour qu'il reprenne la tête. Et puis après, il s'est dit, maintenant, je vais pas lui laisser revenir. Et il l'a montré jusqu'au bout. C'est pas facile à gérer comme ça cette fin de course où on est fatigué, le bateau est fatigué et il faut gérer la pression de l'adversaire. Donc tout ça mis bout à bout, c'est un grand bravo. Ouais. Comment vous analysez justement cette phase où autant quand il part dans la fameuse dépression où il choisit de prendre tous les risques, autant on voit bien le coup, autant on voit bien le retour de Jan Richomme, autant là, dans cette remontée de l'Atlantique, le moment où il leur passe devant pour quelques milles et puis après la dizaine devient une cinquantaine, la cinquantaine une centaine, il y a un petit coup d'élastique et en fait ça se joue de manière presque imperceptible en fait sur quelques classements. Comment vous analysez ce moment où en fait il gagne le Vendée Globe parce qu'il ralentit moins, où il va un peu plus vite dans ces conditions un peu compliquées. Comment vous l'analysez du point de vue tactique et ou stratégique ? Ouais, c'est sûr que le premier gros gap là, c'est l'histoire, cette dépression là dans l'Indien à Crozet où effectivement Johan veut pas y aller et au final il fait il fait un détour monstrueux pour finalement prendre plutôt plus cher que Charlie. C'est la double peine. Il prend 500 000 et plutôt plus de vent et plus de vagues que Charlie. Mais au final, il se retrouve à égalité. Il arrive à revenir, d'une part parce qu'effectivement, ils sont dans des conditions ensuite où son bateau va un peu plus vite et en plus Charlie a un problème de voile. Donc je pense que la question qui va rester en suspens pour Johan pendant 4 ans, c'est qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait le même tout droit que Charlie ? Est-ce que j'aurais eu assez d'avance au Cap Horn, etc. Mais ça, on n'aura jamais vraiment la réponse. Et ensuite, le petit coup dont tu parles, ils sont dans une zone hyper instable là, dans le front froid permanent là, de Cabo Frio. Voilà, de l'Atlantique Sud. Donc c'est vraiment foireux, on voit bien, il y a des petits coups d'élastique, un coup Johan repasse, un coup Charlie repasse, etc. Puis à un moment il arrive effectivement à prendre un petit avantage, là le vent s'établit un petit peu, et après on sait qu'ils sont dans des conditions pendant très longtemps de pride reaching, qui avantage clairement, dans lesquels le bateau de Charlie a l'avantage. Et donc là déjà quand on le voit ressortir avec un tout petit peu d'avance de cette zone-là, on sait quand même il s'est passé un truc là, et à part effectivement avarie ou poteau noir vraiment foireux, ça va être très compliqué pour Johan. Et puis au final en plus ils n'ont pas de poteau noir, ou ça passe crème. Et quelques petits obstacles qui auraient pu remettre la chose en jeu ne se dressent pas quoi. Donc c'est le choix architectural, le fameux choix architectural, c'est deux choix différents du côté de Johan comme du côté de Charlie. Charlie fait un bateau qui est censé justement s'en sortir dans les phases de transition mieux que les autres, tandis que Johan a fait un bateau pour le grand sud et pour le portant. Et au final, il passe le Cap Horn avec très très peu d'écart. Et donc du coup, c'est le choix architectural final de Charlie qui joue. Ça s'explique en partie comme ça ? Ouais, ça s'explique un peu comme ça. Ouais, je pense que c'est toujours un choix compliqué quand on imagine de construire un bateau pour le Vendée Globe. Le parcours est quand même assez varié. Est-ce que je fais un bateau typé pour les mers du Sud ? Est-ce que je fais un bateau pour la descente ou la remontée de l'Atlantique ? Ou est-ce que je fais un bateau qui passe un peu partout ? Mais à chaque fois, de toute façon, on ne peut pas avoir tous les avantages. Je pense que, ouais, comme a dit Corentin, Johan avait un bateau qui était très performant dans les vents forts, au portant notamment. Quand il y a eu ces conditions-là, il allait clairement très vite. Mais visiblement, Charlie, il va assez vite aussi. Alors, Charlie allait assez vite. C'est ça la surprise presque. Oui, c'est vrai, mais il y avait quand même il y avait 1 ou 2 nœuds de vitesse d'écart, donc ça peut jouer quand même sur 24 heures. Ça fait vite 40, 50 000, donc c'est pas rien. C'est sûr que le fait d'avoir que Charlie ait fait ce bon coup tactique et pris de l'avance suffisamment
En plus, il a eu ce problème de voile, donc ça lui a laissé un matelas suffisant pour garder l'avance sur Johan. Et après, Johan est revenu comme avec la vitesse. Passer le Cap Horn quasiment, enfin en même temps. C'était, c'est sûr que c'était les voyants au vert pour Charlie, parce qu'après la remontée, elle se fait beaucoup sur des allures au reaching, en développement instable. Et là, clairement, ces petits 1000 gagnés par-ci par-là, ils peuvent vite se tendre vers l'avant comme une élastique. Et ça a été le cas. On passe vite de 20 000 à 50 et puis 70, 100. Et après, c'est difficile de revenir parce qu'on est derrière. Il n'y a pas d'option météo majeure. C'est un peu le train-train quasiment jusqu'au large des Canaries. Après, il aurait pu avoir un énorme anticyclone des Açores, mais il n'était pas forcément là. Donc, ils ont fait du portant avec de l'air. On a vu un moment, Johan, avant qu'il perde son J0, qu'il allait un petit peu plus vite. Donc, il retrouvait ses conditions à lui. Et puis finalement derrière ça s'est vite remis dans les bonnes conditions pour Charlie et c'était c'était le bon choix quelque part pour ces conditions-là et cette remontée-là. Ouais. Au final, on a l'impression qu'il n'y a pas de moment clé sur ce Vendée Globe, parce que la fameuse dépression, au final, elle a servi à rien parce que Johan a réussi à revenir. C'est toujours parti par devant et surtout Charlie était toujours devant et c'est toujours parti par devant. Il y a quand même ce côté un peu impitoyable où ils ont tous décroché les uns après les autres. Et là, au final, Johan a décroché le dernier, mais ce qui va lui faire une place deuxième. Mais il décroche dans cet Atlantique Sud, un peu avant le poteau noir. On a l'impression que c'est vraiment la queue leu et puis tout le monde qui essaye d'accrocher Charlie. Mais lui, il part toujours par devant. Il n'y a pas eu de moment clé, d'options radicales, de choix qui font la différence. C'est vraiment la constance et la constance d'être devant et le fait que ça parte par devant qui joue. C'est une question, pas une. Moi je trouve que quand même cette fameuse dépression dans l'Indien, c'est quand même. Elle fait le tri sur le reste de la flotte, mais c'est pas avec ça qu'il gagne, quoi. Si. Comme je te disais, Johan, il lui donne beaucoup de terrain à ce moment-là, même s'il a réussi à revenir. Tu peux imaginer, encore une fois, j'en sais rien, j'ai pas rethéorisé le truc avec les écarts de vitesse par rapport à ce moment-là, mais si Johan fait le chemin avec lui, quand tu vois l'écart de vitesse qu'il y a derrière. Oui, d'accord. Peut-être qu'il passe le Cap Horn avec 300 000 d'avance, t'es parce plus dans le même système, etc. Plus rapide au portant, voilà, donc là on ne sait pas ce qui se serait passé. Okay. Donc pour moi ce passage-là il est clé. Encore une fois c'est facile à débriefer derrière. On est là pour ça. Voilà, mais je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été avec eux, mais je pense que ce moment-là il est quand même vraiment clé. Après effectivement, alors le fameux ça se barre par devant. Qui s'est constaté presque tout le long là. Ouais, alors en fait, tu constateras qu'il y a, je pense, 90-95% des régates qui se barrent par devant. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est les meilleurs qui sont devant. Et du coup, ils ont tendance à se barrer sur les mecs qui sont moins bons. J'ai dit les mecs, mais les skippers qui sont moins bons. Donc c'est pour ça que souvent, ça se barre par devant. Et effectivement, en plus, parfois, la météo remet une petite couche. Alors là, tu vois, est-ce que le sport de haut niveau n'est pas à l'image de notre société ? Les riches s'enrichissent, tout ça. Ça, je savais que Corentin Deguet arriverait à citer Karl Marx. Le capital va au capital. Voilà, donc tu cumules ces deux phénomènes et puis oui, ça se barre par devant. Ok, merci. Vas-y Armel, t'enchaînes maintenant. Débrouille-toi avec ça. Non mais alors, du coup, je vais affiner ma question. Okay. Moi, j'ai l'impression que ça part par devant, mais il y a plein de gens qui sont pas manchots quand même. Toi, c'est peut-être les meilleurs qui sont par devant, mais il y en a plein et des très très bons qui étaient devant, mais qui n'ont pas réussi à suivre le rythme. Il y a cette sensation-là qui est là, c'est que le caractère systématique donne peut-être une indication sur le rythme qui a été imprimé, qui est très fort. Mais ton fameux record qui est haché menu l'indique peut-être un petit peu aussi, quoi. Oui, alors déjà pour répondre à la première question, je pense qu'effectivement le Vendée Globe ça se joue quand même souvent par élimination. Donc clairement, on va dire qu'au départ il y avait peut-être une dizaine maximum de concurrents qui pouvaient jouer la victoire. On les retrouve quasiment tous là dans le top 10. Et clairement il y a eu cette dépression dans l'océan Indien qui a
qui a éliminé beaucoup de favoris. C'était vraiment un step important. Alors pourquoi ? Parce que Charlie et Sébastien, parce qu'il ne faut pas oublier Sébastien quand même, qui a fait une course assez extraordinaire, étaient devant à ce moment-là, au bon endroit, parce qu'ils avaient été bons pendant les semaines qui ont précédé. Et donc ils ont eu l'opportunité de passer devant cette dépression et de créer un écart conséquent. Le seul qui effectivement a réussi à rattraper et raccrocher le wagon, c'est Johan. Parce que il a été très bon, parce qu'il avait le bateau peut-être adapté aussi, et puis qu'il fallait aussi aller mettre du charbon pour aller récupérer ces 500 000. Donc, mais derrière, finalement, la messe était dite pour les autres. C'était fini, parce que il n'y a jamais eu d'opportunité pour revenir. Moi, j'avais eu ça avec François Gabard en 2012. Pareil, c'était nous, c'était au niveau de l'Australie. On était partis tous les deux en avant d'un front, et puis derrière, la porte s'est fermée et on n'a plus jamais revu les autres. Mais parce qu'on était devant aussi à ce moment-là. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, on bute dans l'anticyclone et puis tout le monde revient et puis on repart à zéro. Mais c'est sûr que là où Charlie était très fort, c'est qu'il a toujours été devant dans tous les moments clés. Le début de course, ça aurait pu être un moment très compliqué, très décisif. Certains favoris étaient assez loin. Par exemple, quelqu'un comme Boris. Il a couru après, il a eu un début de course difficile. Il a couru, exactement, après le classement. Il est revenu dans le paquet du 10e, là, parce que eux, devant, ont buté un peu dans les mauvaises météos. Mais jamais, en fait, il a eu une opportunité de jouer la victoire. Il fallait avoir cette rigueur et cette continuité, justement, d'être aux avant-postes tout le temps. Et ça se joue dès le début. Les premiers jours de course, c'était quand même compliqué. Il n'y a pas de vent. On se rappelle encore des trajectoires et des classements. Il y avait un peu des surprises. Ça partait dans tous les sens. Et ça aurait pu, le coup près aurait pu tomber très bien au bout du 5e jour. Alors, ça n'a pas été le cas. Mais déjà, il y avait déjà des favoris qui étaient déjà distancés. J'ai encore des questions. Vous inquiétez pas. Sur le record, justement, on avait commencé à l'aborder très rapidement. Quelle est votre analyse ? Est-ce que alors je pense que les 3 premiers vont le battre, derrière aussi jusqu'au non ? Jusqu'à combien ils vont battre ? Je crois qu'il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3, ouais. Enfin, pour l'instant, les ETA du groupe du 4 au 10, là, ils sont un petit peu derrière le record d'Armel. Ce qu'on regardait tout à l'heure, là. Mais... On avait regardé, souvent on a regardé ici dans cette émission, Armel, on te positionnait, tu sais, sur la carto, on peut positionner le point du vainqueur du précédent Vendée Globe, et ils ne t'ont rattrapé que à la fin de l'Indien, quoi, voire même au début du Pacifique. Hein. Ça a été très très long, donc ça dit 2 choses. 1, qu'ils ont été très très longs jusque-là, et 2, qu'ils ont été très 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 rapides sur la deuxième partie, quoi. Parce qu'ils vont battre leur record de 9 jours, c'est ça, grosso modo ? Ouais, c'est ça, quasiment 10 jours, donc c'est énorme. Alors c'est vrai qu'ils ont été pas très rapides jusqu'à l'équateur. Voilà. Ils avaient 2 jours de retard, je crois, quasiment. Après, sur l'Atlantique Sud, ils ont été très rapides. Peut-être qu'on va voir Sébastien. Téléphone dans la salle aussi, ça sonne. Donc, Allô ? Oui, tu m'entends ? Ouais, fort et clair. Salut Sébastien. Salut. Écoute, on est à la Cité de la Voile et il y a plein de gens qui t'écoutent et qui vont t'applaudir, si tu peux les entendre. Et on est avec... C'est gentil. Et on est avec Corentin Douguet et Armel Lecléache qui t'écoutent et qui vont en profiter pour te poser des questions. Salut Seb. Salut Sébastien. D'accord. Salut. Et une petite question, est-ce que tu peux juste nous faire un petit report de là où tu en es, parce qu'on sent que ça siffle derrière, ça va vite à ce point-là ? Ouais, ça va un peu plus vite que prévu. Je suis à 22. Les Açores sont dans mon tableau arrière. Il fait beau. La mer est plutôt sympa, donc c'est parfait pour profiter de ces derniers jours. Ok, parce que tu sais ce qui t'attend ici, c'est qu'il fait en dessous de 0. Il fait beau, mais il fait très très frais. Il paraît. Ici, il fait encore 20 degrés, donc j'en profite et il va falloir que je trouve le moment stratégique pour prendre une douche. Il va pas falloir tarder, ouais. Dépêche-toi. Ouais. Sébastien, écoute, tes 2 petits camarades de devant sont en train d'arriver. Est-ce que tu suis leur arrivée ? Comment tu vas vivre ça depuis ton poste d'observation ensoleillé, ou est-ce que tu t'en occupes pas trop ? Tu fais vraiment, tu continues à faire ta course
ta course à toi? Je continue à faire ma course. Ils ont fait un bout de chemin incroyable. C'est vrai que j'aurais aimé en faire partie, c'est sûr. Malheureusement, avec un foil cassé depuis la moitié de l'océan Indien, j'avais pas les armes pour me battre avec eux. C'est dommage. Je pense que j'avais la motivation pour faire ça. Maintenant, voilà, c'est sans regret. Ils ont largement mérité leur victoire et leur seconde place. En tout cas, je les félicite. Ça a été un moment incroyable et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à me confronter à eux aussi par moment. Donc, Ah, ça a coupé. Bon, on va continuer à discuter. Bah, justement, en parlant de Sébastien Simon et votre sentiment sur la performance, je vais lui poser la question tout à l'heure. Tout le monde est surpris de le voir là. Mais est-ce que lui, je lui demandais si lui est surpris aussi d'être là, mais il fait quand même une course remarquable, quoi. Hein. Ah, il fait un Vendée Globe de patron un peu, en tout cas, vraiment extraordinaire. Effectivement, on l'attendait peut-être pas. On savait qu'il faisait partie de ce groupe. Il faisait clairement partie de ce groupe, on va dire, de top 10, dont parlait Armel tout à l'heure, d'une dizaine capables de monter sur le podium ou autre. Mais à ce point-là. Mais voilà, et effectivement, en plus, il avait eu un premier Vendée Globe pas facile. Vas-y, continue, Quentin. Allô? Ouais. Ouais, on t'avait perdu. Ouais, désolé. T'as pris ta douche? Il a pas entendu. Corentin qui demandait si t'avais pris ta douche dans l'intervalle. Non, j'ai pas eu le temps, Corentin. Désolé. Désolé pour toi, surtout. Sébastien, du coup, tu disais que leur place à Johan et à Charlie était amplement méritée, que tu avais été ravi de participer à la bagarre. Beaucoup d'observateurs n'ont cessé tout au long de ce Vendée Globe de dire qu'ils étaient surpris et heureux de te voir à la bagarre à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu as été surpris d'être à ce niveau-là? Bah oui et non, c'est une belle surprise parce que c'était pas du tout mon objectif. Je suis parti sur le Vendée Globe avec un projet tardif avec le groupe Dubreuil, et puis j'ai eu un accident très grave il y a un an. Donc l'objectif était d'aller au bout de cette aventure d'abord. Secrètement, bon, j'espérais faire un top 5, mais c'était un objectif très personnel. J'en ai parlé à personne. Maintenant, bon, je reste un compétiteur avant tout. Je me suis toujours battu au plus que je pouvais espérer. Mentalement, je savais que j'étais pas prêt à viser une victoire parce que je suis plus à l'aise avec tout ce que j'ai vécu dans une position de chasser. Mais voilà, je pense que ce Vendée Globe sera un déclic pour la suite en tout cas. Alors ton sponsor Paul-Henri Dubreuil, il a donné une petite interview à Tip & Shaft. Je sais pas si on te l'a transmise. Si, tout à fait. Si, et t'as noté la fin de l'interview? Ouais, je suis ravi de voir qu'il envisage un peu la suite, tant mieux. Je pense qu'il est très content. On s'est beaucoup investi. J'ai énormément travaillé aussi avec mon équipe pour essayer de les embarquer dans l'aventure avec nous. C'est un groupe familial. Ils sont énormément investis dans le projet. Ils sont là au jour le jour. Ils nous ont aussi beaucoup aidés. Donc tant mieux. Je suis plus que satisfait. Voilà, je le dis pour ceux qui n'ont pas encore lu Tip & Shaft, Paul-Henri Dubreuil, le patron du groupe Dubreuil, disait que quand même il était très très tenté par poursuivre l'aventure. Donc c'est plutôt de bon augure. Armel, Corentin, est-ce que vous avez une question pour Sébastien? Armel? Ouais, salut Sébastien. Écoute, déjà bravo pour toute ta course que tu as fait jusque-là. Franchement, tu as été impressionnant. Comme tu dis, tu étais un projet arrivé un peu sur le tard avec tout le parcours un peu compliqué que tu as pu avoir ces derniers mois et faire la course que tu as faite. Franchement, bravo. Et puis, je pense que si tu avais eu 2 foils, à mon avis, Charlie et Johan, ça aurait été plus compliqué pour eux. Donc, écoute, on croise les doigts pour la fin. Moi, je voulais savoir, tu vas être, il me semble, le premier Sablé à monter sur le podium du Vendée Globe. C'est quoi ton... Il va y avoir une foule immense à ton arrivée dans quelques jours, ça va être de la folie. Merci Armel, déjà ça me touche énormément si tu pouvais imaginer. Je suis même le premier Vendéen pour élargir le truc, à finir le Vendée Globe, ce qui est quelque chose d'assez incroyable. Et voilà, bon, même si je suis pas chauvin, quoique, ça me fait énormément plaisir. J'espère que j'aurai un bon accueil. Maintenant, je m'attends pas à grand chose, tu sais. Ce sera la bonne surprise. Je sais pas s'il y aura du monde pour m'accueillir. J'imagine que oui, parce que ça fait partie de la magie du Vendée. Je sais pas, on verra. Écoute, en tout cas, j'ai hâte de fêter ça avec mes proches, mes copains, et je sais que tous mes potes sont au sable. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lâcher le bateau, le laisser au ponton et d'aller boire un coup parce que je bois pas souvent et là j'ai bien envie.
T'as bien raison. Ça promet. Ça promet, ouais. Effectivement. Corentin. Bah écoute, ouais, moi, enfin, c'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect-là, côté Sablé vendéen qui finit sur le podium. Mais en tout cas, ouais, je voulais te féliciter. C'est vrai que t'as fait un Vendée Globe exemplaire à tous les niveaux. Donc c'est vrai que quand on connaît un petit peu ton parcours depuis le dernier Vendée Globe jusque-là, enfin, moi, je suis très très admiratif. Donc bah, profite bien ouais, de ces derniers jours en mer parce que effectivement ici il fait froid. Et puis comme disait Armel tout à l'heure, tu vas être pris un peu dans une espèce de tempête médiatique, sans oublier que apparemment d'après lui tu vas choper la grippe et la gastro. Donc tu réécouteras le début de l'émission pour mieux comprendre, mais enfin bref, ce qui t'attend n'est pas que tu vas boire un coup, c'est bien, ou deux, plusieurs. Bref, ça va pas être aussi simple que ça. Donc profite à fond de la fin de ce Vendée que t'as fait de façon magistrale. Je crois qu'il a pas entendu la fin, ouais, ça a coupé. Au moment où t'as dit J'ai gastro. pas entendu la... Ah si, il est encore J'ai là. pas entendu la fin, je me suis arrêté à la gastro. Bon bah c'est bon. Ouais, donc bah, ouais, profite bien de ce Vendée là, de cette fin de Vendée que t'as fait de façon magistrale, et puis bah écoute, on sera pas loin pour boire un coup si vraiment t'as besoin d'aide. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Corentin. C'est un Vendée que j'espérais depuis des années. Je me suis battu pour ça et j'y ai pris énormément de plaisir. Il y a eu des moments difficiles, hein, je l'avoue, et avec ces derniers jours où je peux enfin profiter, parce que bah, je suis un peu dans une position étonnante où j'ai pas trop de poursuivants, où je suis plus avec les leaders, donc j'ai tout mon temps pour profiter vraiment de la course et de tout ce qui s'est passé. Et bizarrement, l'humain est fait bizarrement, parce que je suis en train d'oublier tous les mauvais moments. Et je retiens que les bons et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et puis voilà, même s'il y a eu des moments compliqués où j'ai eu des doutes, c'est ce que j'étais venu chercher aussi dans ce Vendée Globe, c'était me remettre aussi en question, me mettre en difficulté, explorer mes limites, et je pense que j'ai largement trouvé ce que j'étais venu chercher. Donc voilà, c'était une expérience fabuleuse et j'espère vraiment revenir dans 4 ans. Tu m'entends dire, est-ce que tu as une idée de ton ETA au sable? Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce que j'aime bien arriver. Voilà. Mais le chenal vendredi matin. Ok, très bien. Ouais, ça fait tôt pour commencer à boire. Hein. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ou alors, ouais, tôt ou tard. Ok. Je sais pas comment on voit les choses, mais c'est pas grave. Il faut prévenir les gens qui... Ouais. Faut prévenir les gens qui t'attendent que tu seras très, 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 très en forme pour ça, quoi. Ouais, j'aurai sûrement quelques copains pour m'accompagner, j'en suis sûr. Et puis après, j'ai un autre petit défi un peu plus personnel où je dois faire le full Ironman des Sables dans 5 mois. Donc, Ah oui. ouais, j'y pense déjà. Ouais. J'ai hâte de remonter sur mon vélo aussi. C'est pas mal comme préparation à Vendée Globe pour faire l'Ironman. Ah ben, c'est tout ce qu'il faut pas faire, hein, parce que j'ai perdu toutes mes jambes et mon cardio. Donc voilà, il va falloir recommencer à zéro, c'est parfait. Allez, Sébastien, dernière petite question dans l'Atlantique. Souvent, la remontée de l'Atlantique pendant le Vendée Globe, c'est là où on prépare les projets suivants. Est-ce que toi, t'as fait des budgets, t'as déjà où tu regardes les bateaux à acheter, etc. C'est souvent le cas quand même dans les remontées de l'Atlantique. Est-ce que tu as commencé à travailler sur la suite? Non, évidemment, j'espère revenir dans 4 ans, c'est une certitude. J'espère le faire avec le groupe du Breuil et j'espère le faire avec un projet compétitif parce que j'avais un souhait, c'était de terminer un Vendée Globe. Bon, je suis pas encore arrivé, donc voilà, j'espère que ça le fera. Mais j'ai toujours dit que j'avais un rêve ultime, c'était de remporter cette course et j'espère pouvoir, en tout cas, avoir les chances de m'aligner dans 4 ans en tant que, parmi les leaders du prochain Vendée. Voilà, en tout cas, essayer d'avoir les armes pour ça. Donc c'est l'objectif maintenant. Parler de budget, parler de bateau, c'est encore un petit peu tôt. Parler de timing aussi. Je pense qu'on aura largement le temps de se poser autour de la table pour en discuter. J'ai l'impression que le groupe... Ah, ça a coupé. Il dit ça, mais il y a beaucoup de transactions qui se font dans la remontée à l'Atlantique. Hein. Ouais, mais là, il avait l'air plus concentré sur le fait de boire un coup quand même. C'est vrai. C'est pas tout à fait les mêmes priorités. Du coup, je ne sais plus où nous en étions. Vous avez fini de dire ce que vous pensiez sur Sébastien Sébastien et sur le sujet. Il a l'air extrêmement détendu. Hein. Ouais, il a l'air en forme. Mais il explique bien d'ailleurs. Oui, hein, c'est ça. La tête de course est à 1000 milles, arrive. Derrière, ils sont à 2000 milles.
Voilà. Allô Sébastien. Ouais, désolé. Pas de souci. On était en train de dire que tu avais l'air très décontracté et très, très heureux d'être en mer. Tout à fait, c'est vrai. Bon, bah parfait. Écoute, je sais pas si vous voulez lui dire C'est quoi le menu ce soir? Qu'est-ce que tu vas manger là? Ouais, je sais pas, parce que j'ai plus grand-chose à bouffer, mais bon, moralement, ça va quand même. Mais dans l'océan Indien, j'ai un de mes réservoirs de gasoil qui a eu une fuite et tout s'est vidé dans les sacs de bouffe. Et donc, tout est contaminé depuis l'océan Indien, 4 sacs de bouffe sur 6. Donc bah là, j'ai plus grand-chose à bouffer à part des lyophales et ça me donne pas du tout envie. Donc, c'est régime, quoi. Voilà. Bon, pense à la galette des rois dans quelques jours. Hein. Exactement, et le foie gras, j'ai trop envie de ça. Bon, il ne reste pas une boîte de pâté neuf quand même, des fois en survie pour tenir. Non, je mange pas de ça, je laisse ça aux Bretons, moi. Et bang. Allez. Ok, ça marche. Ah, ouais, Bon, bah, écoute. une boîte de mojettes alors. Voilà. T'as une conserve de mojettes? Pourquoi pas. Non, j'en ai pas. Bon Sébastien, bah écoute, merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps. On va te souhaiter de continuer à profiter comme tu as l'air de profiter. On entend le bateau qui siffle derrière. On t'imagine cavalant en short alors que nous on a les écharpes et les bonnets. Merci à toi. Je suis pas en short, mais merci beaucoup en tout cas. Merci à toi et puis à vendredi au sable, juste avant que tu partes en piste. Donc, hein, c'est ça. Hein. Parfait. Salut, merci. Salut Seb. On va t'applaudir pour te dire au revoir. Merci beaucoup aussi. Bon, bah celui qui va vouloir l'allonger sur la piste justement vendredi, il va falloir qu'il soit très très en forme. Il est 19h25, on va en profiter si vous avez des questions à poser. Hermine est là et vous avez vu qu'elle a plus de béquilles. Vous avez suivi la chronique de sa rééducation. Plus de béquilles, plus de plâtre. Qu'est-ce qu'il en est des autres bateaux? Parce qu'il n'y en a pas que 3. Non, non, c'est une émission consacrée uniquement à la victoire de Charlie Dalin. Déjà, on a fait toutes les émissions, on parlait que de la tête de flotte. Là, on parle que de la victoire de Charlie Dalin. Vous avez un commentaire? Vous avez suivi quand même un petit peu. Jusqu'où vous avez suivi un bateau. Un peu. Alors, je vais vous aider un petit peu. Qui vous impressionne sur le reste de la flotte? Alors, il y en a plein. Si on va un peu plus loin dans le classement, déjà Justine, je trouve qu'elle fait une super course avec un projet qui était aussi dans les outsiders au départ, mais voilà, elle tient la dragée haute à tout ce paquet de 4 à 10, donc voilà, la possibilité de revenir encore sur une place un peu plus prestigieuse. Et puis après, derrière, il y a bien sûr Jean Le Cam. Moi, je ne voyais pas forcément être dans cette course-là, parce qu'il est arrivé avec un bateau, certes qu'il a construit et qu'il a imaginé, et sûrement très très bien préparé comme il sait le faire, mais il avait très peu navigué, donc le bateau il marche toujours très très bien, et il a fait une super trajectoire, et il mène la dragée haute à des foilers qui sont sûrement plus rapides intrinsèquement que lui. Il est 15e ce soir. Hein. Il est 15e, 15e devant Alan Rora, Damien C'est Seguin, Giancarlo Peloté, Isabelle Joschke. Donc voilà, c'est 65 ans, faut le faire. Et puis voilà, après moi j'aime bien. Alors il va falloir descendre encore plus loin. Alors j'ai oublié j'ai du mal à toujours à dire son prénom, c'est un chinois, Jing Kun. Ouais. Voilà. C'est mon petit coup de cœur parce que lui c'est mon bateau avec lequel j'ai fait mon premier Vendée Globe. C'est l'ancien Britair, donc construit en 2007, un bateau qui a de 18 ans. Et donc voilà, il est là, il faut imaginer que lui, il vient de la campagne chinoise, hein, il connaissait pas la voile il y a encore moins de 10 ans, donc il est en train de réaliser son rêve, et il va passer le cap dans pas longtemps. Et franchement, chapeau à lui. Moi, je suis impressionné par son parcours. Hubert Le Bénier disait qu'il avait beaucoup progressé tout au long de la course. Tout à fait. Qu'il était, Et puis, il est toujours hyper positif dans ses vidéos. Il raconte ce qu'il vit à bord. En plus, avec son handicap, c'est une complexité supérieure, je pense. Et franchement, c'est des parcours que j'ai suivis de près. Voilà. Après, je vais pas nommer tous, hein, ils sont nombreux, mais voilà, s'il faut en citer quelques-uns. Corentin? Ouais, c'est sûr qu'il y a du monde, en fait,
déjà fini. Alors, ils sont encore tous loin de la plupart loin de l'arrivée, mais le simple fait de finir un Vendée Globe, c'est quand même quelque chose, je pense, d'incroyable en termes de performance, d'engagement, de tout ce que tu veux. Après, puisque tu es là, moi je vais te parler un peu de Guirec Soudé parce que Voilà, c'est ce parce que je le j'allais connais, t'aider un petit peu. voilà, que je l'ai un petit peu accompagné ces 2 dernières années. Il fait une course qui est à son image. Voilà, à l'entrée de l'Indien, il s'est dit tiens, je vais aller le plus au sud possible pour me faire défoncer. Ça a marché. Objectif atteint. Au Cap Horn, je vais me baigner parce que j'ai réussi à mettre mon code 0 dans la quille, etc. Mais et à côté de ça, il a des super phases parce que c'est quand même un très bon marin. C'était assez marrant quand j'ai commencé à naviguer avec lui. En fait, effectivement, il vient pas du tout du monde de la compétition et de la course au large, mais intuitivement, il arrive quand même à très bien régler son bateau. Il a des bonnes phases et puis comme c'est quand même un baroudeur, il n'y a pas grand chose qui l'inquiète, donc il a quand même eu des très bonnes phases et tu vois là il est repassé devant un peu tout son groupe là, donc c'est assez chouette. Il fait une course qui est on va dire qui correspond à ce qu'on avait pu imaginer et donc voilà, c'est très bien. Après il y a aussi dans le groupe de chasse, on va dire, là il y a Sam Goodchild qui fait quand même un premier Vendée Globe aussi quand même solide, hein. Il a été en tête au début de course. Ouais. Et puis à un moment il était un petit peu plus en retrait, mais il est toujours resté accroché à ce groupe-là. Et puis là tu vois qu'il ressort encore son épingle du jeu. Voilà, là il ressort dans l'hémisphère nord en tête de ce groupe-là. C'est quand même un mec qui est assez jeune. Voilà, c'est son premier Vendée. Alors effectivement, il était dans une belle équipe. Mais il a un bateau de génération précédente, hein. Autour de lui c'est plutôt des bateaux neufs si je ne m'abuse, donc non, il fait une très belle copie aussi. Jérémy, un petit mot sur ton camarade à la baie de Morlaix, Jérémy Bayou. Ouais, je l'ai eu tout à l'heure parce que j'étais sur le Vendée Live, donc c'est lui qui était en direct. Écoute, il avait l'air en forme. Les conditions étaient dans le poteau noir, donc il y avait un petit peu d'instabilité, mais j'ai trouvé motivé pour cette fin de course où il a une belle place d'honneur à aller chercher. 4e, 5e, ça reste quand même un super résultat, même si c'est sûr que lui, il rêvait d'autre chose. Il était venu pour essayer de gagner Vendée Globe. Il faisait partie des grands favoris. Une course peut-être un peu compliquée pour lui. Comme je disais tout à l'heure, il a peut-être pas été devant au bon moment, dans les moments clés où Charlie ou Johan ou Sébastien ont su être plus incisifs. Donc il y aura sûrement des regrets à l'arrivée, surtout qu'il y a des écarts assez conséquents, hein. Pourtant, je pense que les bateaux ont été utilisés sensiblement de la même manière, mais 10 jours d'écart quasiment au final, ça va faire une édition assez lourde entre le premier et le 4e. Mais après je pense que c'est son 5e Vendée Globe, donc il sera content aussi de le finir. Il avait dû abandonner quand même 2 fois, je crois, donc ça reste quand même un Vendée Globe qui est quand même plutôt réussi en une grande partie. Il y a 4 ans, il avait quand même eu un Vendée Globe, fallait le finir, ce Vendée Globe, de revenir au Sable d'Olonne, de repartir une semaine après tout le monde et de finir, faire tout le Vendée Globe en queue de peloton. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient repartis. Donc c'est bien qu'il aille jusqu'au bout avec Charal et puis voilà, qu'il y a d'autres projets derrière. Donc je pense que là, il est content d'être au contact, c'est ce qu'il aime. On verra cette fin de course qui aura le dernier mot. Une autre question ? Non. C'est l'heure de l'apéro. Avec Sébastien Simon. Préparation, arrivée Sébastien Simon. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Un grand merci, on va vous applaudir. Plaisir. Merci. Et puis merci à vous. On se retrouve lundi prochain pour l'avant-dernière. On a discuté aujourd'hui en réunion d'équipe si est-ce qu'on fait l'émission du 27-28 ou pas, parce qu'on sera 15 jours après l'arrivée des premiers. Mais bon, heureusement, Axel nous a rappelé que justement le petit groupe de Jérémy Bayou arriverait 2 ou 3 jours avant cette dernière émission. Donc on maintient le dernier passage. Merci à nos partenaires Arken et le Défi Azimut. Merci à Xavier qui est désormais habitué derrière la console et à Hermine qui était
de l'équipe Tip & Shaft de ce soir. On vous applaudit tous les deux et on se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pause Report Live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de lundi prochain, l'accès est gratuit, mais pensez à réserver votre place sur tipnshaft.com.